Neil Weeks avait toujours été un homme de précision. Dans les montagnes d'Afghanistan, cette précision était synonyme de vie ou de mort. Chaque tir comptait, chaque battement de cœur était mesuré, chaque souffle contrôlé. En tant que tireur d'élite le plus redoutable de l'équipe 6, il avait enregistré 127 éliminations confirmées au cours de 3 tournées. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Mais tout cela ne comptait plus lorsqu'il tenait son fils, Ryan, dans ses bras, observant Colin chanter des berceuses dans leur petit appartement de Virginia Beach. Colin Gillespie avait été la fille qui attendait. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement de recrutement de la Navy, alors qu'elle avait 22 ans, tout juste diplômée, pleine de rêves de devenir enseignante. Neil, lui, avait 24 ans, déjà marqué pour les opérations spéciales, son menton taillé dans le granit et ses yeux gris acier promettant une vie de danger qu'elle pensait pouvoir affronter. Ils s'étaient mariés après 6 mois de romance passionnée, et 2 ans plus tard, Ryan était né. Je sais que ce n'est pas facile, avait dit Neil à Colin avant son 3e déploiement, en berçant leur fils de 6 mois. Mais après cette mission, c'est fini. Nous aurons économisé assez pour acheter cette maison avec la clôture blanche que tu as toujours rêvé. Colin l'avait embrassé alors, ses cheveux auburn tombant sur sa poitrine, et lui murmurant « Je serai là à ton retour. Nous serons là. » L'ironie n'échappa pas à Neil, les mêmes compétences qui faisaient de lui un fantôme dans les territoires ennemis. Patience, observation, lecture des gens l'avaient totalement trahi à la maison. Il avait raté les signes. La façon dont Colin avait cessé de poser des questions sur ses missions. Comment ses lettres étaient devenues plus courtes, plus formelles. Le bruit de fond pendant leurs appels vidéo, un bruit qui ne correspondait pas à leur quartier calme. Mais Richard Patton, lui, avait parfaitement lu les signes. Richard dirigeait Patton Security Solutions, un entrepreneur militaire privé qui embauchait d'anciens soldats pour des opérations à l'étranger. À 38 ans, il était plus vieux de 6 ans que Neil, et son assurance calme venait du fait qu'il n'avait jamais dû approuver sa valeur au combat. Son dossier militaire se résumait à 2 années passées dans l'armée avant qu'une blessure, commode, à la colonne vertébrale ne lui permette de quitter l'armée avec une pension généreuse, qu'il avait utilisée pour fonder son entreprise de sécurité. Il avait rencontré Colin lors d'un groupe de soutien pour épouses de militaires, un prédateur tournant autour de sa proie affaiblie. Pendant que Neil évitait les balles des talibans à Kandahar, Richard était là, jouant l'épaule compréhensive, le businessman qui offrait de la stabilité, l'homme qui ne partirait jamais pendant des mois. « Ton mari est un héros », lui avait dit Richard lors de leur 3e rencontre autour d'un café. Mais les héros sont de mauvais maris. Ils courent toujours après la prochaine mission, la prochaine guerre. Une femme comme toi mérite un homme qui met la famille en premier. Le commandant de Neil, le capitaine Gregory M. Sekula, avait remarqué le changement chez son tireur d'élite pendant les dernières semaines du déploiement. L'homme qui plaisantait avec son observateur et partageait des photos de sa famille était devenu silencieux, concentré au point de l'obsession. Lorsque Neil avait demandé à participer à une rotation en cuisine, une tâche habituellement réservée aux soldats disciplinés, M. Sekula ne l'avait pas remis en question. Chacun gérait le stress du déploiement à sa manière, certains buvaient, d'autres cherchaient la bagarre, d'autres encore écrivaient des lettres chaque jour. Neil Weeks, apparemment, trouvait la paix en préparant les repas pour 200 soldats. M. Sekula ne savait pas que Neil surveillait toutes les communications, lisait chaque rapport de renseignement, construisant une image complète du réseau d'informateurs et de contractants opérant dans leur secteur. C'est ainsi que Neil avait appris la connexion entre Patton Security Solutions et les groupes insurgés contre lesquels ils étaient supposés se battre. Richard ne se contentait pas de lui voler sa femme, il jouait les deux camps, vendant des informations au meilleur offrant. Mais Neil garda cette découverte pour lui, l'archivant comme munition pour une arme qu'il n'était pas encore prêt à dégainer. L'appel arriva un matin d'octobre, alors que Neil était en cuisine, seul, nettoyant méthodiquement des armes qui n'en avaient pas besoin. Son téléphone personnel vibra avec un numéro inconnu. « Salut, Neil. » La voix de Richard était douce, confiante, teintée de la satisfaction d'un homme qui croyait déjà avoir gagné. « Je pense qu'il est temps qu'on parle. » Chapitre 2, l'appel qui changea tout. La main de Neil ne trembla pas lorsqu'il saisit le téléphone. 3 années d'entraînement de tireur d'élite lui avaient appris à contrôler chaque réaction involontaire, même lorsque son monde s'effondrait.
Il écouta le rire de Richard, le plaisir cruel dans sa voix alors qu'il lançait chaque coup bien calculé. Ta misérable mère est morte, et ton Brad est le suivant. En arrière-plan, aussi clair qu'une lunette de sniper, Neil entendit Ryan crier « Papa, sauve-moi ». Le son perça sa poitrine comme un éclat d'obus, mais sa voix resta calme. « Que veux-tu, Patton ? Je veux que tu saches que ta femme n'a plus besoin d'un lâche. Elle a maintenant un vrai homme. » La voix de Richard se fit plus intime, se rapprochant du téléphone. « Tu es là, dans ta cuisine, à jouer à la maison avec les soldats. Colin m'a parlé de ta petite crise. Comment tu ne supportes plus la pression ?» L'esprit de Neil enregistra chaque mot, chaque inflexion. Richard appelait depuis leur maison. Il entendait le grincement distinctif de la véranda en arrière-plan. Celle qu'il avait l'intention de réparer avant de partir. Le salaud ne se contentait pas de dormir dans son lit, il se faisait chez lui. « Laisse-moi parler à mon fils. »« Ton fils ?» Richard rit encore. « Ryan m'appelle papa maintenant. Ça fait des mois. C'est incroyable de voir à quelle vitesse les enfants s'adaptent quand ils ne sont pas abandonnés par leur véritable père. » La ligne devint silencieuse, sauf pour le bruit de mouvement. Puis, la voix de Colin perça, nette et claire. « Effroi. Ne reviens pas, Neil. Nous n'avons pas besoin d'un lâche. » Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle balle que Neil ait jamais évité. C'était sa femme, celle qui lui avait promis d'attendre, la mère de son enfant, qui parlait d'une voix qu'il ne reconnaissait plus. Mais sous cette cruauté, l'oreille exercée de Neil capta autre chose. De la peur. Colin avait peur, et cette peur n'était pas dirigée vers lui. « Maman, je veux parler à papa. » La voix de Ryan se faisait plus proche maintenant, suivie du bruit sec d'une gifle, puis de pleurs soudains. « Les enfants ont besoin de discipline, » dit Richard au bout du fil. « Quelque chose que tu n'as jamais su fournir. Ne t'inquiète pas. Je lui apprends à devenir un homme. » L'appel se termina, mais Neil ne bougea pas de sa position près de la station de préparation. La base continuait ses opérations quotidiennes. Des soldats qui parlaient, des équipements qui bourdonnaient, le bruit lointain d'hélicoptères atterrissant. Mais Neil était ailleurs, totalement ailleurs. Son esprit glissait dans cet espace froid et analytique qui faisait de lui le tireur d'élite le plus redouté de l'équipe 6. 1 heure plus tard, le capitaine Macula le retrouva là, toujours immobile, tenant le téléphone éteint. « Tu as raté l'appel de Shaw. » Neil leva les yeux, et Macula recula involontairement. Il avait déjà vu cette expression. C'était celle de ces moments où Neil avait pris des tirs impossibles que d'autres tireurs d'élite n'osaient même pas envisager. C'était le regard d'un prédateur qui avait trouvé sa proie. « Monsieur, je demande un congé d'urgence. » « Quel est le problème ? » ?»« Problème familial. » La voix de Neil était plate, vide d'émotion. « Ma mère est morte et il y a des préoccupations concernant le bien-être de mon fils. » Macula étudia son visage. En 3 ans de service ensemble, il n'avait jamais vu Neil demander un congé anticipé, jamais vu un homme aussi fiable, aussi professionnel à l'extrême. Mais quelque chose avait changé. « Je vais approuver le congé, » dit finalement Macula. « Mais Wicks, quoi que tu envisages de faire chez toi, je pense que tu es en train de protéger ta famille. Le Neil Wicks que je connais protège les gens dans les limites de la loi. » Le sourire de Neil était mince, dangereux. « Le Neil Wicks que tu connais n'a jamais eu quelqu'un qui menaçait son enfant, monsieur. » Ce soir-là, Neil passa 2 appels téléphoniques. Le premier à Jeremy Assali, son ancien observateur, qui travaillait maintenant dans la sécurité privée aux États-Unis. Jerry lui devait la vie 3 fois et avait toujours dit qu'il lui rendrait l'appareil sans poser de questions. « J'ai besoin de surveillance sur une maison à Virginia Beach, » commença Neil sans préambule. « Tout le nécessaire, caméra, audio, suivi des mouvements, et je veux un dossier complet sur un homme nommé Richard Patton. »« Comment complet ?» répondit la voix de Jerry, professionnelle et compréhensive, celle qui trouve tout, les dossiers financiers, les associés, les antécédents criminels, les habitudes personnelles, tout. Un emploi du temps. Hier. Le second appel fut à l'avocat de sa mère, confirmant ce qu'il suspectait déjà. Margaret Wicks était décédée d'une crise cardiaque il y a 3 jours.
Les funérailles étaient prévues pour vendredi. Elle lui avait tout légué, sa maison, ses économies et quelque chose d'autre que Richard Patton ne pourrait jamais deviner. Margaret Weeks n'avait pas seulement été une mère dévouée. Elle avait été analyste à la CIA pendant 30 ans, spécialisée dans les opérations au Moyen-Orient. Son sous-sol renfermait des dossiers qui pouvaient détruire des carrières et déclencher des guerres. Plus important encore, ces dossiers contenaient des informations détaillées sur chaque entrepreneur militaire privé opérant en Afghanistan, y compris Patton Security Solutions. Alors que Neil préparait son équipement pour le vol de retour, il ne pensait ni à son deuil, ni à la réconciliation. Il repensait aux traditions de chasse que son grand-père lui avait enseignées lorsqu'il était enfant dans le Montana. On ne se contente pas de traquer sa proie. On apprend ses habitudes, ses faiblesses, chacun de ses mouvements. On l'étudie jusqu'à la connaître mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Ensuite, on attend le tir parfait. Chapitre 3. Le retour. Les funérailles eurent lieu un vendredi matin gris, à l'église catholique Sainte-Marie. Neil se tenait au bord de la tombe, en uniforme de cérémonie. Le poids de ses décorations et de ses médailles lui paraissait plus lourd que n'importe quel équipement qu'il ait porté en combat. À travers ses lunettes de soleil, il scrutait la petite foule de personnes en deuil, enregistrant chaque visage, notant ceux qui étaient présents et ceux qui ne l'étaient pas. Colin n'était pas là. Ni Ryan. « Je suis désolé pour ta perte, mon fils, dit le père Jonathan Potter. Il connaissait Neil depuis son enfance, et avait célébré son mariage avec Colin. Ses yeux étaient bienveillants, mais préoccupés. Ta mère était une femme remarquable. Elle parlait souvent de toi, elle était toujours inquiète pour toi. Elle a dit autre chose récemment au sujet de notre famille ? Le père Potter hésita. Elle est venue se confesser 2 semaines avant sa mort. Je ne peux pas te révéler les détails, mais elle portait un lourd fardeau. Elle a mentionné être inquiète pour la sécurité de Ryan. La grand-mère de Neil, Penny Weeks, s'approcha alors que la dernière pelletée de terre recouvrait le cercueil de Margaret. À 84 ans, elle était aussi vive que jamais, ses yeux bleus ne manquant rien. Cette femme ne méritait pas d'être enterrée à côté de ton grand-père, dit-elle sans cérémonie, en désignant l'espace vide où Margaret reposait désormais. Mais elle avait ses raisons pour les choix qu'elle a faits. Viens à la maison ce soir. Il y a des choses que tu dois voir. La maison familiale des Weeks se trouvait sur 5 acres, à l'extérieur de Virginia Beach, une ferme spacieuse qui appartenait à la famille depuis 4 générations. Neil avait grandi ici, appris à tirer dans le champ arrière, passé des étés à aider son grand-père à réparer tout, des tracteurs aux radios. Maintenant, cela ressemblait à un retour dans un autre monde. Jeremiah Sally attendait dans la cuisine, un ordinateur portable ouvert sur la table en bois marqué par les années, là où Neil avait fait ses devoirs enfants. Jerry avait l'air plus vieux que ses 32 ans, son bras gauche encore légèrement raide à cause des éclats d'obus qui avaient mis fin à sa carrière militaire. « J'ai ton dossier d'infos, dit Jerry, en faisant glisser une épaisse chemise sur la table. « Ton gars Richard, c'est une lecture intéressante. » Neil ouvrit le dossier. Neil commença à examiner les documents. Les bilans financiers révélaient que Patton Security Solutions était extrêmement rentable, avec des contrats partout au Moyen-Orient et en Afrique. Mais les marges bénéficiaires étaient trop élevées, et la liste des clients trop variée. Personne ne gagnait autant d'argent dans la sécurité légitime. Il gère des armes, dit Neil, en lisant entre les lignes de manifestes d'expédition anodins et de contrats clients. Ce n'est pas tout. 3 de ses employés ont été arrêtés pour trafic d'armes ces 2 dernières années. Tous 3 sont morts en garde à vue avant le procès. Sacrément pratique. Neil tourna la page, découvrant les photos de surveillance prises par Jerry. Richard et Colin, à table. Richard venant chercher Ryan à l'école. Richard et la voiture de Neil dans l'allée, en train de laver le véhicule. Ce salaud ne se contentait pas de voler sa famille. Il effaçait son existence tout entière. Il y a autre chose, dit Jerry d'une voix basse. Ton garçon a un passé avec des femmes de militaires. J'ai trouvé 3 autres cas en 5 ans. Même méthode. Il cible les familles de soldats déployés. Il s'infiltre auprès des femmes. Gagne l'accès aux maisons. Et pour quoi faire? De l'information, du matériel, des codes d'accès.
Un soldat lambda n'a pas grand-chose à voler, mais les gars des opérations spéciales, eux, ont des contacts, des habilitations, des connaissances qui valent de l'argent pour les bons acheteurs. Le sang de Neil se glaça. Son bureau contenait des informations classifiées, des manuels tactiques, des contacts d'agents répartis sur 3 continents. Si Richard avait accès à ces renseignements, combien de temps avait-il passé dans sa maison? D'après la surveillance, au moins 6 mois. Mais ce n'était pas tout. Jerry poursuivit, « Neil, il y a encore quelque chose à voir. » Il ouvrit son ordinateur portable et montra une série de fichiers audio. « J'ai placé des micros hier pendant qu'ils étaient sortis. Voici ce qui a été enregistré cet après-midi. » La voix de Richard envahit la pièce, « Le transfert aura lieu demain soir. Les hommes d'Ahmed prendront livraison au dépôt et notre contact afghan a confirmé que le manifeste d'expédition inclut les articles spéciaux. » La voix de Colin, presque méconnaissable, répondit, « Et si Neil revient plus tôt? Et s'il découvre tout? Neil ne reviendra pas. Et même s'il le faisait, que pourrait-il faire? Me dénoncer avec quelle preuve? Il n'a rien contre moi, si ce n'est l'enterrement de sa mère. Sa mère est morte. Sa femme le déteste. Et son enfant me prend pour son père. Neil Weeks est fini. Demain soir, on effectue la dernière livraison. Et puis, on disparaît. Toi, moi et Ryan. De nouvelles identités, une nouvelle vie. Plus d'argent que ce qu'on pourrait dépenser en 3 vies. » L'enregistrement continua, mais Neil en avait assez entendu. Ce n'était pas seulement sa famille qu'il volait. Il projetait d'enlever son fils et de disparaître à jamais. Penny Weeks apparut dans l'encadrement de la porte, se déplaçant silencieusement malgré son âge. « Jerry, tu nous laisses quelques minutes ?» Une fois Jerry parti, Penny mena Neil au sous-sol. Derrière un faux mur, qu'il n'avait jamais remarqué, elle révéla le bureau privé de Margaret. La pièce était remplie de classeurs, de multiples ordinateurs et d'équipements de communication qui auraient dû se trouver dans une installation gouvernementale. « Ta mère n'était pas qu'analyste pour la CIA, dit Penny. Elle gérait des agents, coordonnait des opérations, supervisait des réseaux de renseignement sur 4 continents. Quand elle a pris sa retraite, elle a continué à travailler en privé. Certains de ses contacts sont devenus des hommes très riches, mais avec des ennemis très dangereux. » Neil ouvrit l'un des dossiers et y trouva des rapports de surveillance détaillant les activités de Richard Patton depuis 18 mois. Margaret l'avait observé, documentant ses actions, constituant un dossier. Elle savait pour l'affaire entre Richard et Colin. Elle savait que Richard ciblait sa famille, pas par amour, mais pour obtenir des informations, l'habilitation de sécurité, le réseau de contact de Neil, sa connaissance des protocoles des opérations spéciales. Margaret avait essayé d'avertir Colin, mais la jeune femme n'avait pas voulu écouter. En bas du dossier, il y avait une seule feuille de papier, une note manuscrite adressée à Neil. « Si tu lis ceci, ils ont déjà agi. La livraison d'armes demain soir comprendra des composants chimiques volés dans les stocks de l'armée. Le groupe d'Ahmad Hassan prévoit de les utiliser contre des cibles américaines. Arrête-les. Sauve Ryan. Fais-leur payer, maman. » Neil referma le dossier et regarda sa grand-mère. Avait-elle un plan? Penny sourit. Et, pendant un instant, Neil aperçut en elle la même froideur calculatrice qu'il portait en lui. Ta mère avait toujours un plan. La question, c'est, es-tu prêt à devenir l'homme qu'elle t'a formé à être? Neil pensa au hurlement de Ryan au téléphone, à l'indifférence glaciale de Colin, au rire de Richard. Il pensa à ses 127 meurtres confirmés et ce que cela signifiait être un protecteur. Oui, madame, je suis prêt. Chapitre 4, l'art de la guerre. L'aube arriva, grise et froide, sur la ferme des Weeks, mais Neil était éveillé depuis des heures, scrutant les dossiers de sa mère à la lueur d'une lampe. Le réseau de renseignement de Margaret était vaste, incluant des contacts dans les forces de l'ordre, les contrats militaires, le commerce international des armes et les coins les plus sombres du monde du renseignement. Chaque contact était évalué en fonction de sa fiabilité, de ses capacités et des faveurs qu'il devait. L'entrée la plus intéressante concernait un homme nommé André Mackenzie, simplement répertorié comme étant le nettoyeur, actif de niveau 5, autorisation illimitée.
À 6 heures précises, Neil composa le numéro crypté. Logistique Mackenzie. La voix était grave et professionnelle. Eagle 7. J'appelle pour faire valoir la marque de ma mère. Une pause. Eagle 7 est confirmé mort depuis 3 ans. Eagle 7 n'est pas mort. Eagle 7 travaillait simplement sous un autre nom. Vérifie tes protocoles d'authentification. Encore une pause, plus longue cette fois. Authentification confirmée. Je suis désolé pour votre perte, Monsieur Weeks. Votre mère était une femme remarquable. J'ai besoin d'une équipe d'entrée propre, d'équipement de surveillance, et... Neil scrutait les relevés bancaires de sa mère. Margaret Weeks avait toujours été plus que prudente avec son argent, une gestion rigoureuse, réfléchie. Ses comptes étaient impeccables, comme si chaque centime était une victoire sur l'incertitude du monde extérieur. L'unité était l'objectif. Je ferai envoyer une équipe sur place d'ici midi, dit Jerry, sa voix basse, teintée d'urgence. À 8 heures, Jerry était revenu avec de nouveaux rapports de surveillance, son expression grave. Ryan a été déplacé vers l'entrepôt de Patton hier soir. L'endroit est verrouillé, en sécurité totale. Caméra, détecteur de mouvement, gardes armés. Neil observa les photographies aériennes que Jerry avait récupérées. Les installations de Patton Security Solutions étaient installées dans de vieux hangars d'avions convertis, entourés de barbelés et de tours de garde. Le lieu ressemblait plus à une base militaire qu'à une entreprise privée. Rotation des gardes. Des équipes de 6 hommes, par quart de 4 heures. Tous d'anciens militaires armés de fusils d'assaut. Ils ne rigolent pas, expliqua Jerry. Neil se pencha sur les fichiers du personnel que Jerry avait rassemblés. Un nom attira son attention, frappant comme un coup physique. Franklin Wiggins. Ancien coéquipier dans l'équipe 6. Franklin, un homme qui lui avait sauvé la vie à Fallujah, avec qui il avait partagé les tranchées lors de 2 déploiements, mais aussi un homme qui avait pris un autre camp. Celui de Patton. Franklin a été mis à la porte il y a 2 ans après un accident d'entraînement qui lui a coûté l'usage de son œil gauche, murmura Jerry. Et il travaille maintenant pour Patton. Il se tut un instant, hésitant. C'est lui qui a recruté d'autres anciens soldats d'élite pour renforcer l'équipe de Patton. Ce ne sont pas que des gardes. Ce sont une armée privée. Le froid bien connu s'installa en Neil, cette fermeture émotionnelle qu'il ressentait avant ses tirs les plus difficiles. Franklin avait choisi son camp, et ce n'était pas le sien. Mais cela n'atténuait en rien la douleur de la trahison. L'équipe Mackenzie arriva à midi, 3 fourgonnettes non marquées. Andreas Mackenzie avait l'air d'un comptable, taille moyenne, cheveux clairsemés, lunettes à monture métallique, mais ses yeux étaient ceux d'un prédateur, une intelligence redoutable, celle qu'il reconnaissait dans le miroir. Monsieur Weeks, j'ai examiné les dossiers de votre mère à propos de cette affaire. Très détaillé. Elle avait anticipé plusieurs scénarios pour résoudre ce problème. Neil guida Mackenzie dans le bureau souterrain de Margaret, où des cartes du complexe de Patton couvraient chaque surface. Des lignes rouges marquaient les points d'entrée. Des cercles bleus indiquaient les caméras de sécurité. Des triangles jaunes montraient la position des gardes. Qu'est-ce qu'elle recommandait? Mackenzie déplia des diagrammes supplémentaires sur la table. Votre mère préférait des frappes chirurgicales à la force brute. Elle a identifié 17 points de défaillance dans l'opération de Patton, qu'ils soient financiers, juridiques, personnels ou opérationnels. Son plan était d'attaquer ces 17 points simultanément, créant un chaos qui forcerait Patton à commettre des erreurs. Neil fronça les sourcils. Je n'ai pas le temps pour un plan en 17 points. Il bouge ce soir. Mackenzie esquissa un sourire fin et professionnel. Dans ce cas, nous accélérons le calendrier. Votre mère avait aussi prévu des plans de contingence pour des actions immédiates. Dites-moi, Monsieur Weeks, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour garder vos mains propres? Neil pensa à la voix terrifiée de Ryan, aux avertissements de Margaret sur les armes chimiques, au poids de la protection des innocents face à la tentation des principes moraux. Mes mains ne sont plus propres depuis que j'ai rejoint la Navy. Que voulez-vous que je fasse? Le plan que Mackenzie proposa était d'une simplicité élégante.
Le trafic international d'armes avait toujours été trop lent pour que les forces de l'ordre puissent intervenir rapidement. Mais les menaces directes liées à la mise en danger d'enfants et au terrorisme intérieur nécessitaient une réponse immédiate. Il suffisait d'une preuve suffisante pour justifier une action immédiate. Votre mère a déjà réuni la majorité des preuves, expliqua Mackenzie. Des documents financiers prouvant la vente illégale d'armes, des communications entre Patton et des organisations terroristes connues, des manifestes de transport pour des composants d'armement interdits. Il ne manque plus qu'un élément clé, relier Patton directement à une menace active contre des cibles américaines. La livraison d'armes chimiques ce soir. Neil examina à nouveau la disposition du complexe. S'approcher suffisamment pour obtenir des preuves vidéo signifiait pénétrer leur périmètre de sécurité. Votre mère y avait aussi pensé, ajouta Mackenzie en ouvrant une mallette contenant du matériel de surveillance haut de gamme. Des microcaméras, des microphones directionnels, des capacités de transmission en temps réel. Mais cet équipement nécessitait quelqu'un ayant une formation tactique avancée pour l'utiliser efficacement. Quelqu'un qui pouvait se déplacer dans un territoire hostile sans être détecté. Quelqu'un capable de réussir un tir impossible lorsque tout en dépendait. À mesure que le soir tombait, Neil préparait son matériel avec la précision méthodique d'un homme prêt à faire face à la guerre. Vêtements tactiques noirs, équipement de vision nocturne, matériel de communication, et son fusil personnalisé, un Winchester .308 qui n'avait jamais manqué sa cible lors de 3 déploiements. Mais cette mission n'était pas une question de tuer. Il s'agissait de sauver son fils et de révéler la vérité. Le reste, la violence nécessaire, viendrait plus tard. Jerry et l'équipe Mackenzie assuraient la couverture et le soutien en communication. Des contacts locaux du FBI, alertés par le réseau de Margaret, seraient prêts à agir dès qu'ils fourniraient des preuves. Tout reposait sur la documentation de l'implication de Patton dans le transfert d'armes. Alors qu'il vérifiait une dernière fois son équipement, Penny Wicks apparut dans l'embrasure de la porte du sous-sol. « Votre grand-père serait fier de vous, dit-elle doucement. Il disait toujours que les batailles les plus difficiles sont celles où l'on combat pour sa famille contre ceux en qui on avait confiance. A-t-il jamais dû se battre contre des amis? En Corée, son meilleur ami est devenu un trafiquant de marché noir, vendant des fournitures médicales alors que des soldats américains mouraient de blessures soignables. Qu'a-t-il fait? Penny sourit froidement. Certains prennent la miséricorde pour de la faiblesse. Ils ne comprennent que la force. Elle marqua une pause. Votre grand-père s'assura que son ami comprenne cela. Neil épaula son fusil. Le combat pour la vérité n'attendait pas. Et il déposa un baiser sur la joue de sa grand-mère. Je vais ramener Ryan à la maison. Je sais que tu le feras. Et Neil, ta mère a laissé une dernière chose pour toi. Elle lui tendit un petit appareil qui ressemblait à une télécommande de porte de garage. Une police d'assurance. Si les choses tournent vraiment mal ce soir, appuie sur le bouton. Ta mère a passé 40 ans à se préparer à la possibilité que son travail mette en danger sa famille. Neil ne posa pas de questions. Certaines questions étaient mieux laissées sans réponse jusqu'au moment où on devait savoir. Chapitre 5, dans la gueule du loup. Le tunnel de drainage sous le complexe de Patton sentait le fer rouillé et le béton vieilli de plusieurs décennies. Neil avançait dans l'obscurité comme une ombre, chaque pas calculé pour éviter les capteurs de mouvement qu'il savait être placés tout au long de la route. Le tunnel débouchait près du mur et du complexe, exactement là où les informations de Jerry l'avaient indiqué. À travers son viseur nocturne, Neil aperçut les gardes qui faisaient leur ronde. Franklin Wiggins était facile à identifier malgré son cache-œil. Sa démarche distinctive et la façon dont il se tenait en biais, comme s'il favorisait son épaule gauche, le faisaient ressortir. D'autres gardes patrouillaient la périphérie, leur trajet se superposant dans un schéma conçu pour éliminer les angles morts. Mais ces schémas pouvaient être prédits, et les prédictions pouvaient être exploitées. Neil attendit que les gardes effectuent 2 rotations complètes, chronométrant chaque segment à la seconde près. Une fenêtre de 15 secondes se présentait entre les changements de garde à la porte de déchargement. Juste assez de temps pour que quelqu'un de son calibre puisse s'y glisser sans se faire repérer. L'intérieur de l'entrepôt était un enchevêtrement de containers et de matériel militaire. Neil reconnaissait certains des équipements, des matériels de communication,
des gilets pare-balles, des armes qui auraient dû être détruites plutôt que revendues, mais c'étaient les containers au centre de l'entrepôt qui attirèrent son attention. À travers son viseur, Neil distingua des marquages arabes et des symboles de danger qui lui glacèrent le sang. Margaret avait eu raison au sujet des armes chimiques. Overwatch, ici Eagle 7. J'ai les yeux sur la cible principale. Confirmer la présence de matériaux interdits. La voix de Jerry crachota dans son oreillette. Reçu, Eagle 7. L'équipe FBI est en attente. Nous avons besoin d'une identification positive des sujets principaux et de preuves d'activité criminelle. Neil se rapprocha, utilisant les containers comme couverture. Dans le bureau de l'entrepôt, visible à travers les fenêtres renforcées, il aperçut Colin assise avec Ryan. Son fils semblait pâle et effrayé, serrant contre lui un animal en peluche que Neil lui avait envoyé d'Afghanistan. Voir son enfant dans cet endroit, entouré d'armes et de criminels, réveilla en lui une rage primitive. Mais il refoula cette émotion, conservant la concentration glaciale qui lui avait permis de survivre à d'innombrables missions. La voix de Richard Patton résonna à travers l'entrepôt alors qu'il franchissait les portes principales, accompagné de 3 hommes en costume coûteux qui avaient l'attitude de marchands d'armes internationaux. « Messieurs, bienvenue chez Patton Security Solutions. Je pense que vous trouverez que notre inventaire répond à toutes vos spécifications. » Neil activa son matériel d'enregistrement et se déplaça pour se placer dans une position où il pourrait capturer à la fois des images et des sons. La conversation qui suivit confirma ses pires craintes. « Les composants chimiques sont exactement ce qu'Ahmad a demandé, » dit Richard en désignant les containers marqués. « Des agents binaires qui sont indétectables séparément, mais qui deviennent létaux lorsqu'ils sont combinés. Parfait pour les cibles faciles qu'il a en tête. » Un des acheteurs, parlant avec un accent du Moyen-Orient, examina les étiquettes d'expédition. Ces numéros de série indiquent des stocks militaires américains. Très impressionnant. Notre acheteur paiera un prix premium pour des matériaux authentiques. Mes sources au Pentagone ont été très coopératives, répondit Richard. C'est fascinant ce que les femmes de militaires sont prêtes à révéler aux partenaires d'affaires de leur mari quand elles croient être amoureuses. Le doigt de Neil se serra sur la gâchette de son fusil. Ce salaud admettait avoir utilisé Colin pour obtenir des renseignements sur les opérations militaires américaines, mais il avait besoin de plus de preuves. Il lui fallait que Richard s'incrimine complètement. Franklin Wiggins entra dans l'entrepôt, se dirigeant vers Richard avec une inquiétude évidente. « Boss, on a un problème. Les capteurs de mouvement ont détecté un mouvement dans le tunnel de drainage. Ça pourrait être rien, mais ça pourrait aussi être Neil. » Richard termina la phrase d'un ton glacé. Je me demandais quand il allait se pointer. « Frank, prends une équipe et fais le tour du périmètre. Si tu le trouves, amène-le ici vivant. Je veux qu'il regarde ce qui arrive aux familles de traîtres. » La position de Neil était compromise, mais il avait recueilli suffisamment de preuves pour déclencher une action judiciaire. Il activa son balise d'urgence, signalant à Jerry d'alerter l'équipe FBI. Mais alors qu'il se préparait à s'extraire, un cri perçant de Ryan retentit à travers l'entrepôt. À travers la fenêtre du bureau, Neil aperçut Colin en train de lutter avec l'un des hommes de Richard, tandis que Ryan se recroquevillait dans un coin. Quoi qu'il se passe, son fils était en danger immédiat. Le choix entre mener à bien sa mission et protéger sa famille n'était en réalité pas un choix du tout. Neil sortit de sa cachette, avançant vers le bureau avec une détermination mortelle. Son fusil traquait ses cibles avec une précision mécanique. Franklin menait une équipe de recherche. Richard négociait avec des marchands d'armes. Des gardes étaient positionnés partout dans l'entrepôt. Le premier tir détruisit les lumières, plongeant l'entrepôt dans l'obscurité, interrompu seulement par l'éclairage d'urgence. Le deuxième tir détruisit le principal dispositif de communication, coupant toute possibilité de contact extérieur. Eagle 7 ici. Neil transmit à Jerry. Je passe en mode tactique. Exécute la police d'assurance si je ne donne pas de nouvelles dans les 30 minutes. Il se mit en mode vision nocturne. Chapitre 6. Prédateur et proie. Neil se déplaçait dans l'entrepôt sombre comme la mort elle-même, se fondant dans les ombres et utilisant les containers de marchandises pour masquer sa progression.
sa vision nocturne lui conférait un avantage décisif. Mais Franklin et son équipe n'étaient pas des amateurs. Ils s'adaptaient rapidement, appliquant des tactiques de tir et de mouvement disciplinés pour dégager méthodiquement l'entrepôt. « Éparpillez-vous » ordonna Franklin. Il a la vision nocturne, mais il est seul contre 6. Enfermez-le et forcez-le à sortir de sa cachette. Mais Franklin pensait comme un soldat, pas comme un prédateur. Neil n'était pas là pour défendre un territoire ni pour éliminer toutes les menaces. Il n'avait qu'un seul objectif, rejoindre son fils et l'extraire sain et sauf. Tout le reste était secondaire. Un garde s'approcha trop près de la position de Neil et il frappa avec une efficacité silencieuse. L'homme s'effondra, inconscient, son arme et sa radio disparurent dans l'obscurité. Un par un, Neil réduisit leurs effectifs tout en restant invisible, tel un fantôme dans la nuit. La voix de Richard résonna depuis la zone des bureaux. « Neil, je sais que tu m'entends. Sors maintenant, ou c'est ton fils qui en payera le prix. » À travers son viseur, Neil aperçut Richard tenant une arme à feu, tandis que Colin suppliait pour que Ryan soit épargné. L'enfant était collé contre le mur, les larmes ruisselant sur ses joues. Neil avait une vue dégagée sur Richard à travers les fenêtres du bureau, mais l'angle était mauvais. Tout tir manqué pourrait mettre Ryan en danger, et même un tir réussi risquait de provoquer une réaction réflexe qui pourrait blesser son fils. Il lui fallait une autre approche. « Franklin !» cria Neil, sa voix résonnant à travers l'entrepôt, utilisant les acoustiques pour masquer sa position. « Tu veux parler ? Parlons de pourquoi tu es d'un homme qui vend des armes à des terroristes. »« Neil, tu ne comprends pas toute la situation, » répondit Franklin, sa voix tendue. « L'opération de Richard n'est pas ce que tu crois. »« Je comprends parfaitement, » rétorqua Neil, sa voix semblant venir de partout à la fois. « Richard vend du matériel militaire américain au groupe d'Ahmad Hassan. Du matériel qu'il compte utiliser contre des cibles américaines. Et toi, tu l'aides à le faire. » Il marqua une pause. Puis la voix de Franklin se fit plus calme. « Les armes chimiques. Elles ne sont pas à vendre. Richard nous a dit qu'elles étaient à éliminer. Regarde autour de toi, Frank. Ouvre les yeux. Ces containers sont marqués pour expédition, pas pour élimination. Combien t'a-t-il payé pour oublier tout ce que tu jurais de protéger ? » Neil jouait sa dernière carte, espérant que la loyauté de Franklin envers Richard reposait sur des mensonges, que ses anciens coéquipiers avaient encore assez d'honneur pour choisir le bon côté lorsqu'ils étaient confrontés à la vérité. Le pari se révéla payant. « Abandonnez les armes !» cria Franklin à ses hommes restants. « Dépôt des armes, maintenant. »« Franklin, qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Richard, pleine de colère, s'éleva depuis le bureau. « Je me souviens de qui j'étais, » répondit Franklin, s'approchant de la zone des bureaux. « Avant que l'argent ne me fasse oublier mon serment. » La réponse de Richard fut une éclatante détonation de son arme, qui traversa la vitre du bureau. Franklin se jeta à couvert, mais pas assez vite. La balle le toucha à l'épaule, le faisant pivoter et s'écraser contre un container. « Quelqu'un d'autre veut développer une conscience ?» cracha Richard. C'était le moment que Neil attendait. Tandis que Richard était concentré sur Franklin et que son dos était tourné à l'entrepôt, Neil s'avança en silence, tel un prédateur implacable. Il atteignit la porte du bureau. Alors que Richard rechargeait son arme à travers la vitre renforcée, Neil aperçut Colin protégeant Ryan de son corps, tandis que Richard s'avançait vers eux. « C'est de la faute de ton mari, » disait Richard à Colin. S'il était resté loin de tout ça, s'il avait accepté que sa famille ne voulait plus de lui, tout cela aurait pu être évité. La main de Neil se posa sur la poignée de la porte. Elle était verrouillée, mais le mécanisme était de qualité standard. Un coup violent aurait suffi pour la défoncer, mais le bruit alerterait Richard et risquerait de le pousser à tirer sur les otages. Neil choisit une autre méthode, celle qu'il avait apprise après 3 ans d'infiltration dans des positions ennemies. Il crocheta la serrure en 30 secondes, ouvrit la porte sans bruit, et pénétra dans la pièce derrière Richard comme un spectre surgissant de l'ombre. « Abaisse ton arme, Richard. » Richard se retourna brusquement, son visage pâlissant en se retrouvant face au canon du fusil de Neil. L'entrepôt était devenu soudainement silencieux, à l'exception des sanglots étouffés de Ryan. « Père !
Ryan s'élança hors des bras de Colin et courut vers Neil. « Recule, Ryan, ordonna Neil d'une voix douce, sans jamais détacher son regard de Richard. Papa travaille en ce moment. La main de Richard tremblait alors qu'il maintenait son arme pointée sur Colin. Si tu me tires dessus, je tire sur elle. Un face-à-face tendu. Neil, qu'est-ce que tu vas faire? Le sourire de Neil fut aussi glacial que le vent arctique. Tu assumes que je me soucie qu'elle vive. Les mots frappèrent Colin comme un coup physique. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle réalisait que l'homme qu'elle avait trahi, le mari qu'elle avait rejeté, était parfaitement capable de la considérer comme une perte acceptable. « Neil, s'il te plaît, murmura-t-elle. J'ai fait une erreur. J'avais peur et je me sentais seul. Et toi, tu as fait des choix, répondit Neil, son fusil toujours braqué sur le centre de Richard. Tu as choisi de croire ses mensonges. Tu as choisi de trahir notre mariage. Tu as choisi de mettre notre fils en danger. Tu as choisi de travailler avec un homme qui vend des armes à des terroristes. » Richard recula vers la fenêtre du bureau, traînant Colin avec lui. « Tu ne me tireras pas dessus, Neil. Tu es trop un boy scout. Trop d'honneur, trop de conscience. C'est toujours ta faiblesse. » Le doigt de Neil se déplaça lentement vers la détente. « Tu as raison. Je suis honorable. C'est pourquoi je vais te donner exactement 10 secondes pour lâcher la mère de mon fils et te rendre. Et si je ne le fais pas, alors je vais te montrer à quoi ressemble l'honneur quand il protège sa famille des vermines. » Le compte à rebours avait commencé. Dit, les yeux de Richard balayaient la pièce, cherchant désespérément une issue qui n'existait pas. 9. De l'autre côté de la porte, Neil entendait les sirènes qui se rapprochaient, de plus en plus proches. Jerry avait appelé la brigade spéciale de la FBI. 8. Richard enfonça son arme encore plus fermement contre la tempe de Colin. « Je vais la tuer, Neil. Je te jure que je le ferai. » 7. Le viseur de Neil se concentra sur le front de Richard, d'une précision implacable. La même précision qui avait éliminé 127 menaces à travers 3 déploiements militaires. 6. Les nerfs de Richard cédèrent. Il repoussa Colin violemment avant de se précipiter vers la fenêtre, tentant de fuir à travers l'entrepôt. Mais Neil avait déjà anticipé son mouvement. 5. Le tir fusa, frappant Richard au genou, le faisant s'effondrer lourdement sur le sol, son arme glissant sur le béton. Neil abaissa son fusil, écartant les bras. « Viens ici, Ryan. » Son fils courut vers lui, s'accrochant à son cou avec une force désespérée. Pour la première fois en 18 mois, Neil se sentit entier. « Je savais que tu viendrais, papa, murmura Ryan contre son oreille. Je savais que tu me sauverais. » Neil serra son fils contre lui et tourna son regard vers Colin, pressé contre le mur du bureau, le regard fixe, mélange de peur et de regret ou peut-être de ce qui y ressemblait. « Les agents du FBI seront là dans 2 minutes, lui dit-il calmement. Tu vas leur dire tout ce que Richard t'a forcé à faire, toutes les menaces, toutes les promesses. Tu vas coopérer entièrement à leur enquête. » Et après, demanda-t-elle. Les yeux de Neil étaient aussi froids et impitoyables qu'une pierre. « Après, tu disparaîtras de nos vies pour toujours. Tu as fait ton choix, Colin. Maintenant, tu dois vivre avec. » Alors que les agents fédéraux envahissaient l'entrepôt, Neil prit son fils dans ses bras et se dirigea vers la sortie, marchant au-dessus du corps tortillant de Richard sans lui accorder un seul regard. L'homme qui avait tenté de voler sa famille n'en valait plus la peine. Le véritable châtiment était encore à venir. Chapitre 7. Le châtiment commence. 3 semaines après l'assaut de l'entrepôt, Neil se trouvait dans une salle d'audience fédérale, observant l'empire de Richard Patton s'effondrer. Les preuves recueillies par Margaret, combinées à ce que Neil avait documenté lors de la descente, révélaient un réseau de trafic d'armes international s'étendant sur 4 continents. Richard faisait face à des accusations de terrorisme, trafic d'armes, complot et enlèvement. Les armes chimiques retrouvées dans son entrepôt s'avérèrent être des composants pour fabriquer du gaz sarin, destiné à une attaque contre 3 centres commerciaux américains pendant la saison de Noël. La cellule d'Ahmad Hassan avait prévu de tuer des milliers de civils innocents.
Mais l'attention de Neil n'était pas fixée sur Richard. Son regard était entièrement tourné vers Colleen, assise sur le banc des témoins, sous serment, enfin en train de dire la vérité sur son implication dans l'opération. « Monsieur Patton m'a dit que mon mari était instable », témoigna TL d'une voix presque inaudible. Il m'a dit que Neil souffrait du trouble de stress post-traumatique et qu'il pourrait devenir dangereux à son retour de mission. Il m'a convaincu que coopérer avec ses affaires protégerait mon fils. La procureure fédérale, une femme aiguisée nommée Vicky Pennington, insista pour obtenir des détails. « Quelles informations spécifiques avez-vous fournies à Monsieur Patton ?» Le calendrier des déploiements de Neil, ses habilitations de sécurité, les noms de ses contacts militaires, répondit Colleen. Richard m'a dit qu'il avait besoin de ces informations pour surveiller les menaces contre les familles militaires. Aviez-vous des soupçons que Monsieur Patton utilisait ces informations à des fins illégales? Les yeux de Colleen croisèrent ceux de Neil à travers la salle d'audience. Il lui rendit son regard, sans expression, son visage aussi froid qu'une pierre. Pas avant qu'il ne soit trop tard. Quand j'ai essayé de mettre fin à la relation, Richard a menacé de faire du mal à Ryan si je ne continuais pas à coopérer. Neil savait qu'elle mentait. Les enregistrements de Jerry prouvaient que Colleen avait été une participante volontaire jusqu'au dernier moment, motivée par l'argent et la promesse d'une nouvelle vie plutôt que par la peur. Mais sa coopération permettait des condamnations qui mettraient Richard et ses complices derrière les barreaux à vie. C'était tout ce qui comptait pour l'instant. Après l'audience, Neil sortit du tribunal, la main de Ryan dans la sienne. Son fils était resté chez Penny pendant que les procédures légales se déroulaient. Mais ce jour marquait le début de leur nouvelle vie ensemble. « Papa, est-ce que maman va aller en prison aussi ?» demanda Ryan en arrivant près du camion de Neil. « Maman va partir un moment, » répondit Neil, prudemment. « Mais toi et moi, on va bien. On va vivre avec arrière-grand-mère Penny et rénover la ferme. » Ryan sembla accepter cette explication. À 4 ans, il comprenait que son monde avait changé radicalement, mais il faisait confiance à son père pour le garder en sécurité. Alors qu'il se dirigeait vers la ferme, le téléphone de Neil sonna. Le nom de Jerry s'afficha à l'écran. « Allume les infos », dit Jerry sans préambule, chaîne 7. Neil se gara sur le bas-côté et alluma la radio. La voix du présentateur de nouvelles envahit l'habitacle. Dans un développement choquant, le PDG de Patton Security Solutions, Richard Patton, a été retrouvé mort dans sa cellule fédérale ce matin. Les premiers rapports suggèrent un suicide, mais les enquêteurs fédéraux traitent cela comme un homicide potentiel. Neil ne ressentit ni surprise, ni satisfaction, ni émotion. La mort de Richard simplifiait certains aspects de la situation, mais cela ne changeait rien à la réalité fondamentale, son mariage était fini, sa famille détruite, et son fils grandirait en sachant que sa mère les avait trahis tous les deux. « Papa, tu es triste ?» demanda Ryan en observant l'expression de son père. « Non, mon grand. Papa n'est pas triste. Papa réfléchit juste à l'avenir. » Ce soir-là, Neil s'assit sur le porche de la ferme avec Penny, observant Ryan jouer avec le chien dans le jardin. La scène était paisible, domestique, normale. Mais Neil savait que tout cela reposait sur des fondations de violence et de trahison. Il y a des blessures qui ne guérissent jamais, des trahisons qui laissent des marques indélébiles. « Tu prépares quelque chose ?» observa Penny en fixant intensément son petit-fils. « Je le vois dans tes yeux, ce même regard que ton grand-père avait quand il est revenu de Corée. » Neil ne nia pas. Colleen témoignera, obtiendra son immunité et disparaîtra sous protection des témoins. Elle recevra une nouvelle identité, une nouvelle vie, une ardoise propre. Et ça te dérange. Elle a trahi son pays, mis notre fils en danger et aidé les terroristes armés. Dans 6 mois, elle vivra confortablement sous un autre nom, tandis que les familles des victimes de Richard continueront de pleurer leur mort. Penny se balança doucement dans sa chaise, observant son petit-fils. La justice et la vengeance ne sont pas la même chose, Neil. Je connais la différence. Je le sais, grand-mère, mais parfois la loi n'est pas suffisante. Et parfois, la vengeance détruit celui qui la cherche plus qu'elle n'atteint ses ennemis. Neil se tut un instant, son regard fixé sur son fils qui jouait au loin. Ryan mérite de grandir en sachant que ses actes ont des conséquences. Que la trahison n'est pas quelque chose dont on se relève sans payer le prix.
Il mérite de grandir avec un père qui n'est pas consumé par la haine. Il l'aura, ce père. Mais d'abord, je vais finir ce que maman a commencé. Neil sortit les dossiers de Margaret, contenant des informations détaillées sur 17 autres contractuels militaires opérant des stratagèmes similaires. L'opération de Richard n'était qu'un bras d'un réseau plus vaste, qui exploitait les familles militaires et vendait les secrets américains aux plus offrants. Sa mère avait passé 3 ans à bâtir des dossiers contre chacun d'eux. Son arrestation était censée déclencher un effet domino qui aurait démantelé tout le réseau. Mais avec lui mort, les autres s'efforcent de couvrir leurs traces. « Tu vas les aider dans ce sens ?» demanda Penny. Neil sourit, pour la première fois depuis des semaines. « Je vais accomplir la mission de maman, un objectif à la fois, jusqu'à ce que chacun d'eux paye pour ce qu'ils ont fait. » Penny demeura silencieuse, observant Ryan courir après des lucioles dans la pénombre grandissante. « Ton grand-père disait toujours que la partie la plus difficile de toute guerre, c'est de savoir quand elle est terminée. Cette guerre n'est pas terminée, grand-mère. Elle ne fait que commencer. » Cette nuit-là, après que Ryan soit endormi, Neil descendit dans le bureau du sous-sol de Margaret et commença à planifier la destruction méthodique de 17 entreprises criminelles. Chaque opération serait parfaitement légale, utilisant le réseau de renseignement de Margaret et les preuves documentées pour exposer des crimes que les forces de l'ordre avaient échoué à détecter. Mais les hommes derrière ces crimes découvriraient que certaines formes de justice opéraient en dehors des tribunaux et que certains règlements de compte ne pouvaient pas être évités en embauchant des avocats coûteux ou en disparaissant dans des programmes de protection des témoins. Neil Weeks partait en guerre à nouveau. Cette fois, le champ de bataille était le sol américain, et l'ennemi avait commis l'erreur fatale de menacer sa famille. Chapitre 8, le réseau tombe. 6 mois plus tard, Neil se trouvait dans une autre cour fédérale, cette fois à Détroit, observant l'effondrement du 3e grand réseau de trafic d'armes sous le poids des preuves que Margaret avait rassemblées des années auparavant. À la barre des accusés se trouvait Brian Lamb, un ancien colonel de l'armée, accusé de vendre des équipements de vision nocturne militaire à des groupes insurgés en Syrie. La campagne méthodique de Neil contre la liste des cibles de Margaret avait été dévastatrice. Utilisant le réseau de renseignement de sa mère et les ressources d'Andreas Mackenzie, il avait orchestré la chute de 12 entreprises criminelles en 6 mois. Chaque opération semblait complètement légale, des informations anonymes envoyées aux forces de l'ordre, des documents fuités à des journalistes d'investigation, des audits financiers déclenchés par des transactions suspectes. Mais les ennemis de Neil savaient qu'ils étaient traqués. « Monsieur Weeks, vous avez été occupé depuis les funérailles de votre mère. 12 arrestations, 8 condamnations, des millions de dollars et des biens saisis. Margaret serait fière de vous. » La voix appartenait à Vincent Hanna, un homme qui apparaissait dans les dossiers de Margaret comme à la fois un allié et une menace. Ancien de la CIA, il était désormais dans le privé, et ses loyautés étaient floues. Neil ne se retourna pas. « Monsieur Hanna, vous avez été très occupé depuis les funérailles de ma mère. » « Le but de cette conversation ?» demanda Neil froidement. « Le but est que vous vous êtes fait de puissants ennemis. Les derniers noms sur la liste de votre mère ne sont pas des petits criminels comme Richard Patton. Ce sont des hommes liés, protégés, et très dangereux. » Neil se tourna enfin vers Hanna. « Vous me prévenez ou vous me menacez? Je vous offre un choix. Partez maintenant. Prenez votre fils et disparaître. Mon organisation peut vous fournir de nouvelles identités, une protection, une chance de vivre normalement. En échange de quoi? En échange de l'oubli des 5 derniers noms sur votre liste. » Neil scruta le visage de Hanna, cherchant le sous-texte derrière l'offre. « Vous travaillez pour eux. Je travaille pour la stabilité. Les hommes que vous ciblez contrôlent des portions significatives des opérations de renseignement américaines. Leur élimination créerait des vides de pouvoir que nos ennemis seraient pressés de combler. Ce sont des traîtres qui vendent des secrets américains à des terroristes. Ce sont des mots nécessaires dans un monde complexe qui ne permet pas toujours les absolus moraux. » Le sourire de Neil était fin et dangereux. « Monsieur Hanna, j'ai passé 3 ans à tuer des gens pour des absolus moraux. Je ne vais pas m'arrêter maintenant parce que cela gêne quelqu'un. » Alors que Neil s'éloignait, Hanna appela après lui, « Votre fils a 4 ans, Monsieur Weeks. Est-ce que votre vengeance vaut vraiment de faire de lui un orphelin ?» Ce soir-là, Neil retourna à la ferme,
trouvant Jérémia sali dans la cuisine avec un gilet tactique et un fusil d'assaut. Le visage de Jerry était grave, professionnel, l'expression d'un soldat se préparant pour le combat. « On a de la compagnie », annonça Jerry. Les sources de Mackenzie ont repéré des rumeurs concernant un contrat sur ta tête. 3 équipes, entraînées militairement, arrivent ce soir. Neil jeta un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine, vers la grange où Ryan aidait Penny à nourrir les chevaux. Son fils riait, totalement inconscient que la guerre de son père était enfin arrivée chez eux. « Combien de temps avons-nous » demanda Neil. « Peut-être 1 heure. J'ai 4 hommes positionnés autour de la propriété. Mais ce ne sont pas des amateurs. Ils auront un nombre et un équipement supérieur. » Neil descendit dans le sous-sol de Margaret, prêt à continuer sa mission. Les systèmes qu'il avait activés étaient ceux que sa grand-mère lui avait montrés des semaines auparavant. Dispersés à travers la ferme, se cachaient des caméras de surveillance, des capteurs de mouvement et des dispositifs de défense que Margaret avait installés lors de ses années au sein de la CIA. « Jerry, prends Ryan et grand-mère, emmène-les dans la salle sécurisée. Verrouille tout et ne sors pas avant que je ne donne le signal. » Neil, avec une fermeté calme, répliqua, « Tu ne peux pas affronter 3 équipes tout seul. »« Je ne suis pas seul. » Neil désigna d'un geste les rangées d'écrans montrant le périmètre défensif de la ferme. « Maman m'a tout laissé. » Pendant que Jerry évacuait Ryan et Penny vers la chambre forte souterraine que Margaret avait construite des décennies plus tôt, Neil transformait la ferme en une forteresse imprenable. Des projecteurs activés par mouvement, des systèmes d'armement automatisés, des brouilleurs de communication. La paranoïa de Margaret avait créé le terrain de chasse parfait. La première équipe d'assaut approchait par le sud, se déplaçant avec la précision disciplinée de vétérans des opérations spéciales. Neil les observait avancer à travers des caméras thermiques, comptant les armes, identifiant le matériel, planifiant sa réponse. Ces hommes n'étaient pas là pour l'arrêter. Ils étaient venus éliminer une menace pour les entreprises criminelles de leur employeur. La réponse de Neil fut rapide et dévastatrice. Des mines Claymore activées à distance éliminèrent les éclaireurs de la première équipe. Des mitrailleuses automatiques forcèrent les attaquants restants à se réfugier dans des zones de tuerie prédéfinies. En 15 minutes, l'équipe 1 fut entièrement neutralisée. Les équipes 2 et 3 s'adaptèrent rapidement, utilisant des explosifs pour percer les défenses extérieures de la maison et progressant sous un couvert de grenades fumigènes. Mais elles combattaient sur un terrain que Neil avait étudié pendant des mois, contre des systèmes conçus par une femme qui avait survécu 40 ans dans le monde de l'intelligence en étant plus paranoïaque que ses ennemis. Le combat dura 2 heures, mais le résultat ne faisait aucun doute. Lorsque l'aube se leva sur la ferme, Neil se tenait seul parmi les corps de 15 hommes qui avaient commis l'erreur de menacer sa famille. Alors qu'il examinait les conséquences, son téléphone vibra avec un message de Vincent Hanna. Point pris. Les noms restants sur ta liste ont été transmis aux autorités fédérales. Le travail de ta mère est terminé. Neil effaça le message sans répondre. Hanna pouvait bien revendiquer l'arrestation s'il pensait que cela l'aiderait à sauver la face auprès de ses supérieurs. L'essentiel était que la mission de Margaret était enfin terminée. Le matin suivant, après que Jerry ait éliminé les preuves du combat de la nuit, Ryan émergea de la salle sécurisée. Aux yeux du petit de 4 ans, il semblait que son père n'avait fait que travailler sur les projets agricoles. « Tu as tout réparé, papa ?» demanda Ryan en enroulant ses petits bras autour de la jambe de Neil. Neil leva son fils et jeta un regard sur les terres familiales qui appartenaient à leur famille depuis 4 générations. La guerre était finie. Les ennemis vaincus. L'avenir s'étendait devant lui comme une autoroute vide. « Oui, mon grand. Papa a tout réparé. » Chapitre 9. Le prix de la victoire. 2 ans s'étaient écoulés depuis la nuit où les mercenaires de Vincent Hanna périrent à la ferme des Wicks. L'histoire officielle, soigneusement élaborée par les enquêteurs fédéraux, attribuait l'incident à une guerre entre gangs rivaux de marchands d'armes. Le nom de Neil n'apparut dans aucun rapport. Les criminels restants sur la liste de Margaret furent discrètement arrêtés au cours des mois suivants. Certains plaidèrent coupables pour éviter des procès qui exposeraient l'ampleur de leurs opérations. D'autres disparurent, leur sort connu uniquement des agences de renseignement qui avaient finalement décidé qu'ils étaient plus une responsabilité qu'un atout.
Neil se tenait dans la cuisine de la ferme rénovée, observant Ryan, âgé de 6 ans, nourrir les poules dans le jardin. Son fils était devenu un enfant confiant et heureux, ignorant tout de la violence qui avait marqué ses premières années. Cette ignorance était la plus grande victoire de Neil. Les procédures judiciaires s'étaient conclues 18 mois plus tôt. Colin avait rempli son accord de coopération et disparu dans le programme de protection des témoins. Neil avait reçu les papiers de divorce signés par une femme dont il ne connaîtrait jamais le nouveau nom. Elle était légalement morte pour lui, ce qui semblait approprié. « Un colis pour toi », annonça Penny en entrant dans la cuisine avec une épaisse enveloppe manille. À 86 ans, elle était toujours aussi alerte, toujours aussi observatrice, toujours aussi protectrice de sa famille. Neil reconnut l'adresse de l'expéditeur, Anna Strategic Consulting. Il ouvrit l'enveloppe et y trouva une seule photographie accompagnée d'une brève note. La photographie montrait Colin assise à un café dans ce qui semblait être une ville européenne. Elle avait changé de couleur et de coiffure, mais son visage était indéniablement le même. Elle semblait plus âgée, plus dure, mais vivante et apparemment en bonne santé. La note était brève. Elle travaille comme traductrice pour une ONG à Prague. Son nom de mariée est Sarah Mitchell. Je pensais que tu devrais savoir qu'elle utilise les langues pour lesquelles tu l'as formée. VH. Neil observa la photo un long moment, puis se rendit à la cheminée de la cuisine et la jeta dans les flammes. Il regarda l'image de son ex-femme se tordre et noircir avant de disparaître en cendres. Deuxième chance, observa Penny depuis derrière lui. Certaines personnes ne les méritent pas. Je ne parlais pas d'elle. Neil se tourna vers sa grand-mère, une compréhension éclairant son regard. Tu penses que je devrais aller de l'avant? Trouver quelqu'un de nouveau? Je pense qu'un garçon de 6 ans doit voir son père bâtir des choses, pas les détruire. Tu as passé 2 ans à accomplir le travail de ta mère, à finaliser l'héritage de ton grand-père, à honorer les obligations de ta famille. Quand vas-tu commencer à vivre pour toi? À travers la fenêtre, Neil aperçut Ryan jouer avec un chiot qu'ils avaient adopté au refuge local. Son fils riait, totalement absorbé par la joie simple de l'enfance. L'enfant n'avait aucun souvenir de la trahison de sa mère, aucune connaissance de la guerre que son père avait menée contre les réseaux criminels menaçant leur famille. Cette ignorance était précieuse. C'était le fondement de la vie normale que Neil s'était battu pour protéger. Il y a une prof à l'école de Ryan, dit Neil doucement. Marina Chung, elle a demandé si je voulais prendre un café un de ces jours. Penny sourit. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que je n'étais pas prêt pour des complications. Et maintenant? Neil réfléchit un instant. Pendant 2 ans, il avait vécu pour la vengeance, la justice, et l'élimination systématique des menaces pour sa famille. Ses missions étaient désormais accomplies. Les ennemis de Margaret étaient vaincus. Ses réseaux de renseignements avaient été transférés à des agences légitimes, et ses dossiers scellés dans des coffres gouvernementaux. La guerre était finie. Il était temps d'apprendre à vivre en temps de paix. Ouais, dit Neil. Enfin, je crois que je le suis. Ce soir-là, Neil aida Ryan avec ses devoirs à la table de la cuisine, là où il avait un jour planifié la destruction de 17 entreprises criminelles. Le contraste ne lui échappa pas. Le même espace où il avait étudié les positions ennemies abritait désormais des discussions sur des tests d'orthographe et des tables de multiplication. « Papa, pourquoi je n'ai pas de maman comme les autres enfants ?» demanda Ryan sans lever les yeux de ses problèmes de maths. C'était une question que Neil redoutait, qu'il préparait depuis le jour où Colin avait disparu. Certaines familles sont différentes, mon grand. Certains enfants vivent avec leur maman. D'autres avec leur papa. Certains vivent avec leurs grands-parents. Ce qui compte, c'est que ceux qui t'aiment prennent soin de toi. Tu crois que ma maman m'aime? Neil sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Plus de colère maintenant, mais quelque chose de plus triste et plus complexe. Je pense que ta maman t'aimait de la meilleure façon qu'elle savait. Mais parfois, les gens font des choix qui les éloignent de ceux qu'ils aiment. Ryan hocha la tête, satisfait de la réponse. La discussion se tourna ensuite sur les devoirs de géométrie. Mais pour Neil, la guerre qu'il avait menée depuis des années était maintenant terminée.
Le plus dur restait à venir, être là pour son fils, à chaque étape, dans ce monde qui restait incertain malgré tout. Et tu sembles toujours être en train de scruter l'horizon, à l'affût des mauvais gars. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Neil réalisa qu'il traitait chaque événement scolaire comme une zone de combat potentiel, répertoriant automatiquement les sorties, identifiant les menaces, se positionnant pour maximiser son avantage tactique. Les autres parents devaient probablement le trouver antisocial ou paranoïaque. Peut-être que je devrais travailler là-dessus, se dit Neil. Peut-être que tu devrais inviter Mademoiselle Chung à dîner avec nous, suggéra Ryan, manipulant subtilement comme seul un enfant de 6 ans savait le faire. Je pense qu'elle se sent seule aussi. Ce week-end-là, Neil se retrouva face à Marina Chung dans un petit café de la ville, plus nerveux qu'il ne l'avait été durant n'importe quelle opération militaire. Mina était intelligente, gentille, et d'une patience inouïe face à son évident malaise dans les interactions sociales avec des civils. Ryan dit que vous étiez soldat, dit-elle autour d'un café et de sandwichs. Quelque chose comme ça. Il est très fier de vous. Il raconte à tout le monde que son papa est un héros. Neil se tassa un peu sur sa chaise. Je ne suis pas un héros. J'ai juste fait mon travail. Marina l'observa avec des yeux pénétrants, ceux d'une personne qui avait passé des années à travailler avec des enfants et leurs familles. Vous n'êtes pas obligé d'en parler si vous ne voulez pas, mais sachez que peu importe ce que vous avez traversé, peu importe ce que vous avez dû faire, cela ne définit pas votre valeur en tant que personne, ni en tant que père. Pour la première fois depuis des années, Neil sentit une détente dans sa poitrine. La vigilance constante, la colère perpétuelle, le besoin de toujours être prêt pour la prochaine bataille. Tout cela sembla soudainement épuisant. J'ai été en colère pendant longtemps, avoua-t-il. Contre mon ex-femme, contre ceux qui ont blessé ma famille, contre moi-même de ne pas avoir vu ça venir. Je suis fatigué d'être en colère. La colère n'est pas toujours une mauvaise chose, dit Marina doucement. Parfois, elle nous protège quand nous avons besoin de protection, mais à un moment donné, il faut décider si l'on veut continuer à la porter ou si l'on veut la poser et porter autre chose à la place. Neil leva les yeux vers la fenêtre du café, observant la place de la ville où des familles profitaient d'un samedi après-midi tranquille. Des gens normaux menant des vies normales, non marquées par la violence, la trahison ou la nécessité d'une vigilance constante. Il voulait ça pour lui, pour Ryan, pour l'avenir qu'ils pourraient construire ensemble. J'aimerais essayer, dit-il enfin en posant cette colère. Je ne suis pas sûr de me souvenir comment être normal, mais j'aimerais essayer. Marina sourit. Normal est surfait, mais la paix vaut la peine de se battre pour elle. Lorsqu'ils se dirigèrent vers leur voiture, Neil se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Le poids de la mission de sa mère, de l'héritage de son grand-père, et de son propre besoin de justice avait disparu de ses épaules. Derrière eux, les fantômes de Margaret Weeks, et de toutes les batailles menées en son nom, s'effaçaient dans la mémoire. Devant eux, s'étendait la possibilité de rédemption, de guérison, et peut-être même de bonheur. Neil Weeks était enfin prêt à rentrer chez lui après la guerre. Mais certaines victoires, il apprenait, étaient plus difficiles à remporter que d'autres. La bataille la plus difficile n'était pas contre des soldats ennemis, des réseaux criminels ou des épouses traîtresses. Le combat le plus ardu était contre cette partie de lui-même qui avait appris à trouver un but dans le conflit et un sens dans la vengeance. Ce combat prendrait du temps, mais pour la première fois depuis cet appel dévastateur d'Afghanistan, Neil croyait que c'était une guerre qu'il pouvait réellement gagner. Ryan attendait près du camion lorsque Neil rentra, ayant passé l'après-midi avec Penny au marché fermier. Le visage de son fils rayonnait d'excitation et de glace au chocolat. « Tu lui as demandé ?» demanda immédiatement Ryan. Lui demander quoi? De faire partie de notre famille. Neil éclata de rire et souleva son fils dans le camion. C'est un peu tôt pour ça, mon pote. Mais je lui ai demandé de dîner avec nous la semaine prochaine. Bien, dit Ryan avec la satisfaction d'un entremetteur accompli. Je crois qu'on est prêt pour que quelque chose de bien arrive. En revenant à la ferme, Neil se rendit compte que son fils avait raison. Ils avaient survécu à la trahison, à la violence et à la perte. Ils avaient honoré les morts et vaincu leurs ennemis. Ils avaient protégé ce qui comptait le plus et construit quelque chose de stable à partir des ruines de leur ancienne vie.
Maintenant, enfin, ils étaient prêts pour quelque chose de bien. La guerre était terminée. La guérison pouvait commencer. Épilogue. 5 ans plus tard, Neil Weeks se tenait devant l'autel de l'église catholique Sainte-Marie, observant Marina Chung descendre l'allée dans une simple robe blanche. Ryan, âgé de 11 ans, servait de témoin, rayonnant de fierté pour avoir joué un rôle clé dans la réunion de son père et de sa future belle-mère. Dans le premier banc, Penny Weeks, 91 ans, s'essuyait les yeux avec un mouchoir, voyant enfin son petit-fils choisir la joie plutôt que la justice, l'amour plutôt que la vengeance. L'église était remplie d'amis et de voisins, ces liens communautaires que Neil n'avait jamais pris le temps de tisser pendant ces années de guerre. Marina lui avait appris que la force pouvait résider dans la vulnérabilité, que le vrai courage signifiait parfois choisir de faire à nouveau confiance. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Neil pensa brièvement à Margaret Weeks, qui aurait adoré voir ce jour. Sa mission était accomplie, ses ennemis vaincus, sa famille en sécurité et prospère. Le réseau de renseignement qu'elle avait créé servait désormais des fins légitimes. Et les criminels qu'elle avait traqués purguaient des peines de prison à vie ou une justice plus profonde. Il n'y avait plus de noms sur les listes, plus de torts à réparer, plus de batailles à livrer. Pour la première fois de sa vie adulte, Neil Weeks n'était simplement qu'un homme amoureux, promettant de bâtir un futur plutôt que de régler des comptes avec le passé. Lorsque le père Potter les déclara mari et femme, Ryan applaudit plus fort que quiconque. Le garçon qui, autrefois, s'était effondré dans un entrepôt criminel, était maintenant un jeune homme confiant, ayant appris que les familles pouvaient être détruites et reconstruites, que l'amour était plus fort que la trahison, et que certaines histoires finissaient réellement bien. À leur sortie de l'église, Neil et Marina furent accueillis par une pluie de riz et de pétales de fleurs, lancés par des amis qui ignoraient tout du sang versé pour rendre ce moment possible. Le passé était enterré avec les morts. L'avenir s'étendait devant eux, pur et brillant, et rempli de promesses. Neil Weeks était enfin rentré chez lui après toutes ces guerres, mais il gardait son fusil propre et prêt, juste au cas où. Après tout, certaines leçons apprises dans le sang ne devaient jamais être oubliées. Ainsi se termine notre histoire. Partagez vos impressions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo à l'écran et je vous retrouverai. Best way to go. Oh, damn it, there's gold right there. I need it. I am unfortunately that desperate. What? Zero blocks, very nice. Okay. Okay. I think it is maybe dig up time. So I'm gonna grab some blocks here because I'm gonna need them in the nether anyways. And we're gonna get our asses to the surface. Not feeling good about our gold, but I think I have searched everything there is to see in this cave, so... Chat, I think all we have to do is hold on.
All you gotta do is hold on, chat. Okay. It's Uppy's time. This looks good right about here. So I can't have actually 4 fucking skeletons. You know, it just gets old. It just gets old. Four fucking skeletons. 4 fucking seconds. What? Uh-oh. Do I die? Oh. Oh, that was insanely close. I think I was at 1 heart there. Holy shit. Dude, fuck right off. I'm over it. I'm over it. I'm over it. We're out. Oh, if I died there, that would have been it for tonight. Oh my god. There's gold right there. We're leaving, we're leaving, we're leaving, we're leaving. Okay. Don't think we need the shield any longer. Yeah, this has been an insanely slow world so far. What the F going on here? Any gold? Ooh, actually, yes. I'm gonna have to take you up on that. Oh, hello. Let's see. Appears to be some cave up here. Maybe